Je veux remercier d'abord, et je me permets de le faire également en votre nom, puisque votre présence atteste de l'intérêt que vous portez aux travaux que nous ouvrons aujourd'hui. Donc je veux vous remercier en votre nom les membres du comité d'organisation, et au premier rang desquels Nicole Maestracci, première présidente à la Cour d'appel de Rouen, et que je remercie d'avoir accepté la présidence du comité d'organisation. Je veux vous remercier, vous, d'être présents. En tout seigneur, tout honneur, Monsieur le Président de la Commission des lois du Sénat, Catherine Tasca, ancienne ministre, cher Dominique Rimbourg, les parlementaires, bien entendu, en premier lieu, et merci d'être présents. Merci également à toutes celles et ceux qui sont là au titre d'organisations syndicales ou d'autres structures représentatives. Vous êtes là non pas strictement au nom de vos structures représentatives, non pas seulement au titre de vos activités professionnelles, mais parce que vous manifestez un intérêt particulier pour ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en dehors de vos activités professionnelles quotidiennes, il y a chez vous une réflexion, une interrogation sur ces sujets et sur la pratique que vous avez au quotidien, et c'est ce qui justifie que vous soyez présents ce matin. Merci aux chercheurs français qui sont là, chercheurs au féminin et au masculin, et aux chercheurs étrangers qui nous font l'amitié d'être présents. Nous sommes là ce matin donc pour installer le comité d'organisation de cette conférence de consensus. Nous le faisons à un moment un peu particulier parce que ces dernières années, toute une série de raccourcis idéologiques ont conduit à considérer que les réponses pénales devaient se rétrécir et privilégier assez fortement l'incarcération. Ces raccourcis idéologiques ont eu un effet probablement inattendu, celui de rendre visible dans la société l'enjeu majeur de la récidive. Un enjeu majeur, évidemment, pour la société, mais pour la justice en particulier, puisque c'est notre responsabilité. La récidive, notamment dans ces manifestations spectaculaires, provoque beaucoup d'émotions. Et cette émotion, bien entendu, est totalement légitime. Les réponses que l'on peut apporter à ces émotions légitimes soulevées par les actes spectaculaires de récidive, ces réponses sont bien entendu d'empathie, elles sont de compassion lorsque les conséquences sont lourdes pour les victimes, mais au titre de la responsabilité politique, elles doivent être plus que ça, elles doivent être anticipatrices. C'est-à-dire qu'elles doivent être professionnelles, elles doivent sortir de la polémique et construire des politiques qui soient inspirées par le pragmatisme, marquées par la rigueur, des politiques surtout qui choisissent la durée et en se fondant sur des données qui auront été évaluées. C'est pour cela que ce comité d'organisation, qui aura mission de conduire ce processus qui doit nous permettre de tenir une conférence de consensus, ce comité d'organisation a la lourde responsabilité de travailler dans un contexte très fortement marqué, parce que l'opinion publique en est imprégnée, très fortement marquée par ces réactions très fortement affectives, subjectives, je répète, totalement légitimes, mais aussi par notre obligation à nous, responsables politiques, plus forte encore, de trouver les réponses adéquates. Les réponses adéquates, évidemment, ne peuvent tenir dans l'accumulation des dispositifs pénaux que nous avons connus ces dernières années. Ces dispositifs pénaux visaient à aggraver essentiellement les peines et surtout à privilégier l'incarcération. Il en est ressorti en conséquence essentiellement des conditions d'incarcération très difficiles, indignes, des conditions de travail très compliquées, extrêmement difficiles souvent, et des conditions de prise en charge, d'insertion, de préparation à la sortie qui ont été fortement précarisées. Il convient donc de s'interroger sur ces conséquences et de voir comment sortir de cette logique qui consistait à considérer que la prévention pouvait se réduire à la simple dissuasion par l'incarcération. Or, de nombreuses études prouvent bien
que ce raccourci n'est pas concevable. Ces études sont françaises, elles ont été conduites par l'administration pénitentiaire, elles ont été conduites par des chercheurs français, elles ont été conduites aussi par des chercheurs étrangers. Les méthodes ont été parfois différentes, mais l'aboutissement est très convergent, c'est-à-dire que toutes ces études aboutissent au moins à la conclusion générale que l'incarcération génère proportionnellement plus de récidives que les autres peines pénales. Le comité d'organisation aura donc la responsabilité de voir quelles sont les autres peines pénales et quelle peut être leur efficience. Ceci étant, si nous mettons en place ce comité d'organisation pour cette conférence de consensus, c'est parce que nous considérons que ces réponses, ce constat général n'est pas suffisant et qu'il nous faut aller plus loin, répondre plus précisément à des questions encore plus affinées par rapport aux études qui ont été conduites, et notamment sur quel type de peine on obtient les meilleurs, sur quel type d'infraction on obtient les meilleurs résultats, avec quel type de peine, comment on peut apprécier le plus en amont possible les types de peines, les modalités d'exécution par rapport à la personnalité des auteurs des actes, et comment on peut apprécier également les politiques de prise en charge et de suivi. C'est donc un des aspects importants du travail qui sera conduit ces prochains mois. Donc vous avez compris qu'en installant ce comité d'organisation pour cette conférence de consensus, je demande qu'on explore de la façon la plus rigoureuse, la plus méthodique, la plus scientifique, je demande que l'on explore ces questions et qu'on leur apporte les réponses les plus solides scientifiquement, les plus incontestables possibles. Évidemment, nous ne sommes pas totalement désarmés, c'est-à-dire que nous nous installons pas dans l'attentisme. Il n'est pas question d'attendre la conférence de consensus pour savoir ce qu'il convient de faire pour lutter contre la récidive. La lutte contre la récidive est à la fois une nécessité et une urgence. Une urgence simplement parce que la récidive provoque de nouvelles victimes, crée de nouvelles victimes, fabrique de nouvelles victimes. Et nous ne pouvons pas concevoir le moindre différé sur des risques pareils. Par conséquent, nous agissons déjà, et la lutte contre la récidive est une des priorités que je me suis fixée dès mon arrivée ici à la Chancellerie. C'est une des priorités que je me suis fixée, que je mets en œuvre à partir des outils qui sont déjà disponibles. Nous ne sommes pas totalement démunis puisque le Code de procédure pénale met à notre disposition, à la disposition des magistrats, un certain nombre de dispositifs qui permettent d'encadrer l'exécution des peines de façon à essayer de prévenir au mieux la récidive. Donc, cette mobilisation des outils a commencé. Elle a commencé, bien entendu, notamment par des instructions adressées au parquet, avec un certain nombre d'orientations précises, par exemple, mieux articuler l'action mineure-majeure. La justice des mineurs est une spécificité, elle va le demeurer. Il se trouve que les mineurs grandissent, que les délinquants s'inscrivent dans des parcours et qu'il y a nécessité de mieux articuler le suivi, notamment au moment où le mineur va franchir l'âge de la majorité. Donc il faut mieux articuler le travail entre les intervenants qui accompagnent ces mineurs. Il y a la nécessité aussi de mieux accompagner les victimes. Mieux accompagner les victimes parce que les victimes sont dans des situations de détresse et il est important qu'elles trouvent en face d'elles des interlocuteurs bienveillants. Les interlocuteurs bienveillants, évidemment, c'est le service public, mais c'est ce travail extraordinaire qui est accompli par les associations d'aide aux victimes, qu'il est indispensable d'épauler. Nous veillons donc, et nous avons déjà donné des instructions, de façon à ce que la prise en charge des victimes soit à la fois bienveillante et opérationnelle, que toutes les informations nécessaires pour qu'elles savent à qui s'adresser, comment comment connaître et entrer en contact avec les structures qui assurent leur indemnisation et évidemment veiller à l'effectivité, ça c'est pour les magistrats, veiller à l'effectivité de leur prise en compte, c'est-à-dire notamment l'effectivité de leur convocation aux audiences, en particulier dans les audiences de comparution immédiate.
Donc faire en sorte que les victimes sentent bien qu'il y a une prise en compte de la réalité de leur situation, un accompagnement effectif, une prise en charge chaque fois que c'est nécessaire et donc une considération par rapport à leur situation, ce qui justifie notamment qu'elles soient tenues en information. De façon très pratique, pour l'année 2013, je veillerai à ce que la quasi-totalité des tribunaux de grande instance soient pourvus d'un bureau d'aide aux victimes. Actuellement, nous comptons 50 bureaux d'aide aux victimes. L'avis aussi bien des magistrats que des avocats, des associations et des associations de victimes est que les bureaux d'aide aux victimes fonctionnent bien. C'est donc un plus dans la juridiction et donc d'ici à la fin 2013, pratiquement tous les tribunaux de grande instance auront un bureau d'aide aux victimes. Cela correspondra à un triplement par rapport au nombre de bureaux existants actuellement. Par ailleurs, parmi ces instructions au parquet, évidemment, celle qui consiste à aménager les courtes peines qui sont très fortement désocialisantes. Actuellement, 40% des personnes ont été jugées et sanctionnées pour des courtes peines de 6 mois fermes. Ce sont des courtes peines qui sont très fortement désocialisantes, aussi bien sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan individuel, bien entendu personnel. Et par conséquent, les outils qui sont disponibles dans le Code de procédure pénale doivent être mobilisés de façon à aménager ces peines chaque fois que c'est possible et chaque fois que c'est juste. Les aménager avec les outils qui sont disponibles, je le disais, c'est-à-dire la semi-liberté, la surveillance électronique, les travaux d'intérêt général, le suivi par les SPIP, donc par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Évidemment, il ne s'agit pas de demander ni même de conseiller ou de suggérer un aménagement automatique. Les peines automatiques sont absurdes parce qu'elles nient la liberté, la capacité d'appréciation des magistrats. Les conseils automatiques seraient aussi absurdes. Donc, de la même façon que j'estime que les magistrats doivent user de leur discernement pour apprécier les sanctions à prononcer, ils doivent juger de leur discernement sur l'opportunité ou non d'aménager des courtes peines. Ils peuvent avoir à considérer que même une courte peine, compte tenu du parcours, compte tenu de l'acte, compte tenu de la personnalité du commettant, que cette courte peine mérite une incarcération. Donc c'est au magistrat d'apprécier, mais comme le prévoit le Code de procédure pénale, comme l'indique très clairement la loi pénitentiaire, l'aménagement des courtes peines doit être favorisé. Ensuite, bien entendu, il faut aussi encadrer la sortie, mieux encadrer la sortie. Actuellement, 20% des détenus sortent avec un suivi, un accompagnement de suivi, c'est-à-dire que 80% des détenus sortent en sortie sèche, comme on dit, alors qu'ils sont à être en fin de peine, 6 à 6 mois, ils sont à 45%, merci. 45% à être en reliquat de peine, donc en fin de peine à 6 mois. Vous savez qu'il existe un dispositif, le CEFIP, qui est le dispositif de surveillance pour la fin de peine, et il est nécessaire donc également en fin de peine d'essayer de mettre en place des dispositifs de suivi qui limitent les conséquences que l'on connaît sur la récidive, en tout cas sur les risques de récidive pour les sorties sèches. Enfin, il y a lieu également de garantir l'articulation des intervenants après la sortie, notamment pour les détenus qui doivent exécuter une mesure en milieu ouvert. Ils doivent être, depuis janvier, ils doivent être convoqués directement par le juge ou par le SPIP. Il semble qu'il y ait parfois des retards de transfert de dossiers. Il y a certainement là des méthodes à revoir entre les juridictions
et probablement aussi un problème de moyens, parce que je sais à quel point nos juridictions sont engorgées par la multiplicité des tâches qui leur incombent. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai souhaité mettre en place cette conférence, ce comité d'organisation pour préparer la conférence de consensus. Nous ne sommes pas totalement démunis. Nous avons quelques outils à notre disposition. Il y a lieu déjà, en l'état actuel de la situation et de ces outils, il y a lieu déjà d'améliorer les choses, les méthodes, les procédures, les procédés même, les processus, mais il y a à être anticipateur, à être plus méthodique, plus rigoureux, plus scientifique, à moderniser simplement les dispositifs que nous avons conçus à des époques où les situations étaient déjà complexes, les réalités étaient déjà complexes, mais où ces réalités deviennent de plus en plus complexes. Ces réalités de plus en plus complexes, évidemment, nous obligent intellectuellement et politiquement à être à la hauteur de ces situations, à construire des outils, des instruments qui nous permettent de saisir ces situations. Et sur la récidive, par exemple, nous avons été enfermés ces dernières années sur cette récidive légale, qui est un concept juridique assez problématique compte tenu de l'utilisation qui en a été faite, à la réitération qui est venue renforcer cette récidive légale pour créer un contexte général qui s'ajoute à d'autres, la multiplication des comparutions immédiates, les peines planchées, les contraventions qui deviennent des délits, toute une série de dispositifs, un arsenal qui a conduit à un résultat évident aujourd'hui. C'est une forte incarcération avec des établissements qui connaissent un taux d'incarcération de 148% en moyenne, pratiquement une dizaine d'établissements qui dépassent 200% de taux d'occupation et 328% lorsque on prend en considération les établissements situés dans nos outre-mer. Donc, face à cette situation, cette conférence de consensus nous permettra, j'en suis absolument persuadée, dans quelques mois, de disposer d'outils plus performants que ces outils, que ces concepts, que ces notions un peu uniques dans lesquelles on a prétendu enfermer des situations diverses, complexes, où on a de moins en moins tenu compte de l'individualisation, c'est-à-dire au niveau du parcours, au niveau de la personnalité, au niveau des faits, au niveau des actes, au niveau des circonstances dans lesquelles tout cela a été fait. On a cessé, en tout cas on en a de moins en moins tenu compte. Les magistrats ont été encadrés dans un dispositif juridique qui leur permettait de moins en moins d'en tenir compte. Donc, c'est à cela que nous allons faire face. Alors, la conférence de consensus est un processus assez familier aux milieux médicaux et aux milieux sociaux. Il est beaucoup moins au milieu judiciaire, donc c'est presque un basculement culturel que nous opérons avec cette conférence de consensus, mais le sujet est tel que nous ne pouvons pas nous contenter d'en faire soit de l'affichage, soit un sujet de polémique. C'est pour cela que cette conférence de consensus nous permettra de disposer des connaissances les plus rigoureuses sur le plan statistique, sur le plan scientifique, les connaissances qui auront été évaluées et étayées. Le comité d'organisation que j'installe ce matin est donc composé de personnalités qui sont reconnues pour leur qualité personnelle et leur qualité professionnelle, des personnalités qui se sont engagées depuis longtemps dans l'action publique, qui ont démontré leur sens des responsabilités, qui ont une éthique, une conception éthique de leurs fonctions et qui en plus, j'y ai tenu, sont d'une grande diversité de conditions sociales, de trajectoires intellectuelles et professionnelles, j'allais presque dire d'écoles de pensée parfois aussi, ce qui est une garantie du pluralisme indispensable pour les débats, pour l'appréciation, pour la conduite des travaux de ce comité sous l'autorisation de méthodiques rigoureuses et déterminées, je le sais, de la présidente, Madame Maestracci. Donc ce comité d'organisation va lui-même travailler pendant 5 mois, parce que le consensus ne se fabrique pas en quelques jours.
Le consensus, c'est le partage, la production de connaissances, le partage de ces connaissances et la confrontation des appréciations divergentes, peut-être contradictoires, de ces éléments. Donc le consensus se fabrique, c'est pour ça qu'il lui faut un peu de temps. Ce comité d'organisation choisira le jury indépendant qui conduira à la conférence de consensus sans aucune instruction ministérielle, c'est-à-dire que le comité d'organisation, j'en prends devant vous solennellement l'engagement, ne recevra aucune instruction pour la composition de ce jury qui doit être indépendant, qui, je le sais, le comité y veillera, sera aussi divers dans sa composition, dans sa sensibilité. Ce comité d'organisation travaillera donc pendant 5 mois. Il travaillera sur tous les sujets qui lui paraissent pertinents. Je lui ai demandé de ne négliger aucune piste. En même temps, je lui ai demandé de veiller à la faisabilité des orientations qui seront proposées dans le cadre de la conférence de consensus. Autrement dit, de concilier, non pas l'inconciliable, simplement une très grande ambition, tout explorer, tout considérer, tout étudier, et puis là, le pragmatisme, c'est-à-dire la possibilité de mettre en pratique les orientations de façon à ce que nous obtenions une grande efficacité, une plus grande efficacité sur la lutte contre la récidive. Donc les objectifs sont clairs. Il s'agira d'aller plus à l'intérieur des questions qui ont été élaborées par ces chercheurs qui ont travaillé sur la lutte contre la récidive et donc s'interroger sur les types de peines, sur les modalités d'exécution des peines, sur les risques de récidive, sur les situations aussi qui réduisent les risques, sur la façon de sortir, d'arracher les délinquants, de les aider à s'arracher eux-mêmes des parcours de délinquance. Donc il faudra que tout ce travail soit effectué. La concertation aura lieu pendant tout ce temps-là. Je vous invite à y participer de façon très active, c'est-à-dire à adresser au comité d'orientation des contributions écrites. Vous pourrez faire des contributions orales également en contactant le comité pour être auditionné. Je vous demande d'y participer, mais d'accepter une règle simple du jeu, à savoir qu'il faut répondre aux questions précises posées par le comité, parce que la conférence de consensus n'est pas un colloque. Voilà, ce n'est pas une rencontre effervescente, ébouriffante pour faire émerger les pensées les plus audacieuses. C'est un cadre dans lequel les idées les plus audacieuses doivent être étayées par des éléments concrets, tangibles, scientifiques qui nous permettront après de faire des choix politiques, de mettre en œuvre donc une politique de lutte contre la récidive. Donc nous recherchons un consensus sur les connaissances disponibles, un consensus sur l'évaluation scientifique rigoureuse de ces connaissances, un consensus sur les conséquences que l'on peut tirer de ces connaissances, et puis après, c'est notre responsabilité politique de parvenir éventuellement à un consensus sur les choix politiques que nous ferons à partir de ces connaissances étayées. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois de votre présence. Je remercie les membres du comité d'organisation que nous allons vous présenter immédiatement. Et ensuite, nous passerons la parole à l'assistance pour quelques questions, quelques observations et aussi, ce n'est pas interdit, des propos enthousiastes sur le processus que nous mettons en place ce matin.